Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Dans le Thémascan d'aujourd'hui, nous allons parler du Sahel. Le Sahel, dont tout le monde entend parler, mais que peu de gens connaissent dans ce qui s'y passe, dans ce qui s'y trame, j'allais dire, dans sa composante humaine, dans les grandes crises politiques qui le traversent. J'ai donc le plaisir pour en parler de recevoir mon confrère et néanmoins expert spécialiste du Sahel, Abba Saddiq. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Abbas Hamadan, universitaire, analyste politique, juriste. Abbas Hamadan, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Merci beaucoup. Idirou Noran, analyste politique, habitué des lieux, j'allais dire, comme Abbas Hamadan par ailleurs. Idir, merci d'être des nôtres. Merci de m'accueillir à travers votre chaîne. Je salue toutes celles et ceux qui nous regardent en espérant qu'on aura un débat fructueux. Merci. Alors, nous allons commencer par une petite présentation que nous lit mon confrère Shaban Qazi. Dans l'acception onusienne et celle géographique, la région du Sahel comprend au moins 10 pays. La Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Érythrée. Ce qui ferait du Sahel une large ceinture géostratégique qui irait de l'Atlantique à la mer Rouge. Même si elle reste arbitraire, la région du Sahel est constituée de 5 pays. Le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. La région du Sahel est bordée à son côté nord par le Sahara et aux frontières sud des pays qui la constituent par l'Afrique subsaharienne. 75% des populations sahéliennes vivent dans la zone sud, humide et subhumide, alors que le reste de la population vit au nord, zone désertique, aride en grande partie. Les pays du Sahel présents parmi les taux de natalité les plus importants au monde. Le Niger détient le record mondial avec 6,8 enfants par femme en 2019. Le Mali avec 5,8 enfants. Le Tchad avec 5,6 enfants. Le Burkina Faso avec 6,1 enfants et la Mauritanie avec 4,5 enfants. La population cumulée de ces 5 pays devrait passer de 86 millions en 2020 à 196 millions d'habitants en 2050. Entre 40 et 50% de la population du Sahel a moins de 15 ans. Depuis la décolonisation, la situation des pays du Sahel ne s'est pas améliorée, voire dégradée. Le Niger, le Burkina Faso, le Tchad font partie des 20 derniers pays au monde en termes de PIB par habitant. Et tous ces pays du Sahel font partie de la liste des 46 pays les moins avancés établis par l'ONU. La situation géographique du Sahel l'expose à tous les trafics, armes, migrants, drogues, cigarettes. Des territoires immenses, denses, étendus et peu peuplés, et donc difficiles à contrôler pour des gouvernements généralement en manque de moyens. Alors, Saddiq Abba, avant que je ne vous demande si la présentation est correcte, si ce que nous y disons est vrai, pourquoi n'y a-t-il que 5 pays au Sahel, alors qu'il y a d'autres pays sahéliens qui n'y sont pas inclus, comme le Soudan par exemple? Pourquoi 5 pays au juste? Pourquoi n'ont-ils pas inclus d'autres pays comme le Soudan qui aurait fait toute une ceinture de l'Atlantique à la mer Rouge? Pourquoi un pays comme la Gambie, comme le Sénégal, d'après vous? Non, il faut prendre garde à ne pas considérer le G5 Sahel comme étant uniquement le Sahel. Le G5 Sahel, qui comprend le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, est une organisation politique intergouvernementale qui a été créée en 2014 par des pays qui se sont mis ensemble parce qu'ils considèrent qu'ils ont les mêmes préoccupations et qu'ils sont au même niveau de développement. Ça ne suffit pas pour répondre à l'ensemble du Sahel. Comme vous avez si bien dit, le Sénégal fait partie du Sahel.
une partie de l'Algérie fait partie du Sahel parce qu'il y a des pays De la qui Libye sont aussi, le partiellement sud. Ouais. sahéliens. Et quand vous prenez le nord du Nigeria, c'est la même chose que le Niger. Donc le nord du Nigeria fait partie du Sahel. Cette définition, je pense qu'il y a une erreur que l'on commet souvent à considérer que les G5 Sahel, c'est ça le Sahel. Mais le Sahel va c'est au-delà. parce qu'ils Parce disent que- le Sahel. Ils ne disent pas le G5 du Sahel. Oui, Parce ils disent- que les- Dans le parler politique courant, on dit le Sahel, C'est ça. alors Et- qu'il n'y a que on 5 réduit- pays. On réduit justement le Sahel à ces 5 pays, alors qu'il y a le Sahel occidental, qu'on peut résumer par le Burkina Faso, le Niger, un peu la Mauritanie. Il y a le Sahel central, qui comprend les pays du bassin du lac Tchad, le Niger, le Tchad, une partie du Nigeria. Il y a le Sahel oriental, qui est le Sahel plus haut, qui comprend, comme vous avez dit, le Soudan, une partie de Djibouti, etc. Il y a etc. le Sahel méridional. Absolument. Plus Donc, bas. il y a, Ouais. il y a donc tous ces ensembles. Mais aujourd'hui, parce que comment dire, les projecteurs sont braqués sur le Sahel occidental, on a tendance à considérer que le Sahel s'est réduit à cette entité. Mais pour ceux qui savent et pour ceux qui travaillent sur cette matière, on ne peut pas réduire le Sahel à ces 5 pays-là et on peut prolonger la discussion. Et je pense Très bien. que c'est Ça, un peu il y a- réducteur. Très ça- intéressant. mais sinon, la présentation que nous avons faite, Oui, les éléments sont à peu près exacts parce que le Sahel, il y a des caractéristiques à la fois géographiques, du fait de la pluviométrie. Quand vous allez dans la plupart des pays, c'est la même chose. Il y a des caractéristiques démographiques aussi. On retrouve à peu près les mêmes populations sur cet espace. Il y a position géographique. Les éléments sont exacts. Il y a des choses qu'on peut ajouter pour rendre beaucoup plus perfectible la présentation qui a été faite. j'allais dire, cette prévision démographique de 200 millions vers les années 2050, c'est énorme. C'est une démographie absolument galopante. Oui. C'est énorme, énorme. Ah oui, je pense Passer que... de 90 millions à 200 millions, c'est plus que Horizon le double. 2050. Hein, faut Oui, pas oui, oublier. on est une trentaine d'années. C'est exact, c'est exact. Et on a présenté un peu le taux de fécondité. C'est à peu près exact parce que vous savez qu'un pays comme le Niger a la plus grande natalité au monde. Le taux de natalité le plus élevé avec à peu près 7,8 enfants par femme. La croissance démographique est un peu même de l'ordre de 3,9% pour 3,5%, 3%. Et ça plombe même la croissance économique, puisque lorsque on a un niveau de natalité aussi élevé, c'est clair que ça a des impacts sur la croissance économique et l'ensemble du développement. C'est exact, il y a une démographie très dynamique et peut-être galopante, et je pense qu'avec la raréfaction de ressources liées au changement climatique, la raréfaction de ressources tout simplement, ces pays-là sont confrontés aujourd'hui aux défis démographiques et je pense que ça, c'est une question sur laquelle il faut qu'ils regardent dans les prochaines années. بس Hamadan, d'abord, est-ce que c'est un hasard que ces G5, du moins les 5 pays du Sahel dont nous parlons aujourd'hui, tous aient été colonisés par la France et d'ex-pays colonisés de la France, n'est-ce pas, Abba Seddiq? Oui, les 5 pays. Les 5 pour pays. les 5 Est-ce pays, que en tout c'est cas. un hasard? Est-ce que c'est une conséquence, une fatalité? En fait, du point de vue des géographes, la question ne se pose pas. Hein. Le Sahel, c'est une bande qui va vous l'aviez évoqué, il va de l'océan jusqu'à la mer Rouge. Hein. Donc, pour les géographes, c'est le même climat, c'est la même météo, c'est le même sol aride, semi-aride, les mêmes caractéristiques climatologiques. Et après, pour le reste, le G5, c'est un concept qui a été
définie et imposée par une conjoncture politique. C'est-à-dire, demain, si on décide, des gouvernements des pays du Sahel décident de créer une communauté économique, ben, ça va devenir un G, je ne vais pas compter le nombre de pays. Donc, ça va être une définition sur la base de convergence politique et économique. Là, c'est une conjoncture qui a fait qu'on parle de G5, effectivement, parce que c'est pas un hasard, parce que c'est des anciennes colonies de la France, mais pas que. Oui, il faut, pour compléter, pour aller dans ce sens, le G5 n'est pas la seule organisation sahélienne. Non. Il y a le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui a été créé par les pays, qui comprend 9 pays, et qui était lié au défi de la sécheresse à l'époque, qui avait été créé, qui est plus ancien, dans les années 70-72. Ensuite, il y a la CENSAB, comme on sait, qui a été créée à l'époque sous l'égide de la Libye, qui comprend aussi des pays sahéliens et des pays non sahéliens. Donc le G5 n'est pas la seule organisation sahélienne, et comme il a été dit, c'est en raison de la conjoncture du moment que ces pays se sont mis ensemble. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre, pour rester dans le chapitre de ces organisations, une organisation que l'on oublie souvent, le CEMOC, le comité d'état-major mixte qui a été créé sous l'égide de l'Algérie par des pays comme le Niger, la Mauritanie et le Mali, pour justement contrer le défi de la sécurité. Et les défis sécuritaires. Le défi sécuritaire, et ce CEMOC-là est basé à Tamaracet, et les autres pays ont envoyé des officiers de liaison qui travaillent justement parce que les pays ont compris dès lors que, à cet instant déjà, que la question sécuritaire était transnationale, qu'aucun pays de la région ne peut y faire face tout seul. Et justement, nous allons y arriver, et dire sur cette question. Sur cette question, je crois que les deux précédents intervenants ont tracé le périmètre. J'ajouterai simplement que cette histoire du G5, et je parle sous le contrôle de notre ami journaliste, n'a pas simplement été motivée pour des conditions économiques, je pense qu'elle a été, ce G5 a été motivé exclusivement, pratiquement, pour des raisons sécuritaires, sous l'égide de la France. Il est clair que la France de M. Macron, au vu des défis sécuritaires qui sont présents et très prégnants dans tout le Sahel, au Mali, au Burkina, au Niger un peu moins, bien qu'il y ait quelques escarmouches, au Tchad, c'est encore gérable, mais les deux pays qui subissent de plein fouet, c'est justement le Burkina Faso et le Mali essentiellement. Derrière tout ça se cache quelque chose. Ce défi sécuritaire, il intéresse à la fois le futur, mais il faut régler le présent. La démographie vers 2050-2040, il y a une étude qui a été faite par des Américains qui disent que ce sera la région du Sahel et l'Afrique tout entière qui va tirer la croissance mondiale à ce moment-là. Il y a un dossier qui a été fait par, je ne me souviens plus de cet auteur américain, qui a dit que le PIB des pays du Sahel et quelques autres qui sont à la périphérie atteindrait 29 000 milliards de dollars vers 2050 déjà. C'est dans cette perspective-là qu'il faut mettre en place l'analyse d'aujourd'hui. Il y a des contraintes énormes. Il ne faut pas oublier, quand on dit la colonisation française, je pense que M. Hamadan en parlera un peu plus tard, il est clair que la puissance tutélaire est un peu à l'origine de tout ce qui se passe à l'intérieur de ce territoire immense. L'Algérie aussi a des intérêts déjà sur le Mali, parce que la sécurité de l'Algérie aussi, parce que c'est un ensemble. Si nous avons une vision holistique du problème du Sahel et des conditions d'aujourd'hui, on ne pourra pas avancer. C'est une approche qui doit être globale. Comme je l'ai souvent dit sur vos plateaux, la sécurité de l'Algérie commence à Bamako, elle commence à N'Djamena, elle commence à Niamey, elle commence à Nouakchott. C'est toutes ces questions qui doivent être réglées. Puis ensuite, vous avez des sous-traitants de ces affaires-là, de ces affaires liées au terrorisme. Peu importe, vous avez évoqué tout à l'heure le côté criminel. La deuxième facette du terrorisme, c'est-à-dire la criminalité, la grande criminalité, le trafic des personnes, la contrebande, les cigarettes, etc. Mais le terrorisme aussi, nous allons en parler, nous allons y arriver.
Alors, j'aimerais d'abord vous faire écouter, puisque vous parliez de la France et de sa présence dans le Sahel, présence qui est de plus en plus contestée ces derniers temps, qui pose problème. Certains disent même que le plus récent voyage de M. Macron en Algérie, au-delà de ce qui a été annoncé, aurait été probablement fondé sur l'influence possible de l'Algérie sur le Mali, donc qui pourrait un peu faire revenir... c'est une certitude. Voilà, c'est ce qu'on dit en tout cas. Nous allons d'abord écouter Madame Giorgia Meloni, pressentie pour être, peut-être dans les heures qui viennent, première ministre italienne. Écoutez-la bien parler de la France, de la France, de son influence au Sahel. Et après, nous écouterons le Premier ministre malien, mais alors qui tire à boulet rouge sur la France. Écoutons-le. Vergogna. Irresponsabile. Ha bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Ah bah, c'est dire que c'est violent, hein, c'est... Oui, on est dans le contexte, il faut situer les propos dans le contexte d'une campagne électorale italienne. Certaines choses qui sont évoquées sont tout à fait exactes, il faut les visiter. Les rapports entre la France et ses anciennes colonies ne se sont pas totalement affranchis du néocolonialisme et du paternalisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas aujourd'hui des rapports d'égal à égal entre la France et ses anciennes colonies. Elle prend l'exemple de l'uranium du Niger. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, certains contrats qui sont faits entre la France et certaines de ses anciennes colonies sont des contrats léoniens. Ils ne sont pas des contrats équitables. Et comme on sait, la société civile nigérienne dénonce régulièrement l'opacité dans laquelle la France a fait signer des contrats avec un certain nombre de pays. Je pense que certains aspects sont tout à fait recevables et méritent notre discussion, ou en tout cas des discussions qui sont pertinentes. Je parlais de l'uranium, mais c'est aussi le cas du pétrole au Gabon ou du pétrole au Congo-Brazzaville. On sait que Total exploite le pétrole dans ces pays, mais pas dans un rapport totalement de partenaires d'égal à égal. Et ça, c'est une question qui revient le plus souvent. Vous avez parlé aujourd'hui du rapport entre la France et les opinions publiques sahéliennes. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer dans cette relation et que la France elle-même, je crois, a intérêt à tirer les leçons, d'autant qu'il y a aujourd'hui de nouveaux acteurs. La Turquie est là, la Chine, on va revenir, la Russie, tout ça sont de nouveaux acteurs qui font qu'on ne peut plus avoir la posture qu'on a eue avant en considérant que c'est le précaré de la France et que la France peut faire ce qu'elle veut, y compris, comme elle dit, que l'uranium du Niger serve à éclairer la France alors que le taux d'électrification, le taux d'accès à l'électricité au Niger est de moins de 20%. C'est incroyable. Ce que je voulais dire, par contre, j'ai juste pas un désaccord suivant certaines sources. La production d'uranium du Niger, particulièrement, même par les filiales d'Areva de l'époque, ne suffisait pas à la France pour enrichir son uranium, parce qu'elle s'approvisionnait partout. Le premier producteur, c'est, je pense, l'Australie, le Kazakhstan, etc. Mais par contre, dans l'esprit de l'établissement des contrats, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'était pas un gagnant-gagnant. Ça, il faut le souligner, que l'ancienne puissance coloniale, en l'occurrence la France,
pose problème par rapport à ça. Et pas simplement au Niger, au Mali, au Tchad. C'est juste pour vous dire, je vais digresser, M. Benchouf, mais c'est important. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons trois pays particulièrement. Il y a eu un coup d'État par les militaires au Mali. Il y a eu 2 coups d'État successifs au Burkina Faso. Il y a eu pratiquement ce que je pourrais appeler une succession héréditaire entre le président Déby, qui est mort lors d'un accrochage supposé, et son fils. Le seul président qui est allé aux funérailles de M. Déby, c'est M. Macron. En Guinée, M. Macron a sorti ses griffes, son fiel, sur les coups d'État de la junte. On ne va pas revenir sur Wagner, etc. On pourra en parler dans le cadre géopolitique. Imaginez, hein, en Guinée, c'est au lance-flamme que M. Macron s'est prononcé. Au Mali, c'est au lance-flamme. Et pour M. Déby, il trouve ça normal. C'est pour un peu digresser, faire un parallélisme de forme entre les contrats économiques vitaux, parce qu'il y a des opérateurs en France qu'on appelle les OIV, les opérateurs industriels vitaux, sur les gaziers, les énergies et compagnie. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut reconstituer tout ce qu'a produit la France comme nuisance sur ses anciennes colonies, les mettre à jour dans un climat apaisé et que dorénavant ce sera du gagnant-gagnant. Alors, nous allons écouter Monsieur le Premier ministre malien et je vous donne la parole sur la même question. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour la MINUSMA de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer les forces Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. C'est comme si quelque chose de très profond, qui vient de très loin, soit en train de se lever contre la France, qui est rejetée un peu partout dans le Sahel, dans ses anciennes colonies. C'est comme si les gens venaient de se rendre compte, et nous allons parler peut-être aussi de ce problème de France et AFA, qu'il se passe quelque chose dans ces relations dont M. Abba nous dit qu'elles sont léoniennes, hein, qu'elles sont plutôt du côté du Manche. Oui, alors effectivement, pour revenir un petit peu sur l'uranium du Niger, il faut rappeler que le Niger fournit les centrales nucléaires à hauteur de 1/3. Donc il y a une ampoule sur 3 qui est éclairée par un tiers. Un tiers, oui. Pour les besoins français. C'est énorme. Donc ça donne pas une position pour le Niger monopolistique, mais une position de force pour pouvoir éventuellement, si jamais on avait affaire à des régimes souverains, des régimes qui respectent leur peuple, et comme un peu partout en Afrique, hein, c'est pas propre au Niger. Donc on aurait pu négocier des transferts de technologie, développement et tout ça, pour utiliser ce rapport de force. Ça, c'est une parenthèse. Pour revenir par rapport au rôle de la France. Alors le rôle de la France en tant que colonisateur, vous savez, l'Algérie, la colonisation de l'Algérie a servi de laboratoire pour la France
pour transférer toutes les méthodes, les méthodes les plus criminelles qui sont utilisées en Algérie, qui sont expérimentées. Ils les ont, donc l'Algérie, elle a été colonisée en 1830, donc pour les exporter, pour les mettre en pratique à la fin du 19e siècle, lors de la colonisation, notamment l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, je cite 2 cas qui sont pour moi des cas d'école. C'est le Code de l'indigénat de 1863, donc, qui fait de l'Algérien un sous-homme, un indigène, qui est privé de tous ses droits. Donc ce code-là allait être donc transféré. Et vous avez une loi qui est très très importante, et c'est là où on voit la profondeur des dégâts commis par le colonialisme. Vous avez le Senatus Consul de 1864 qui a institué un peu le cadastre en Algérie, et puis complété par la suite en 1873 par ce qu'on appelle la loi Varnier. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle dit en gros? Alors 1873, notez bien, c'est 2 ans après la révolte en Kabylie. La révolte de Mokharani. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'en fait, les ethnologues français qui sont allés là-bas, ils ont étudié pour comprendre quels sont les points forts, les ressorts sur lesquels repose l'Algérie, enfin la Kabylie, l'Algérie, qui fait qu'il y a eu une telle résistance. Ils ont dit, attends, il y a la propriété privée au sens européen du terme n'existe pas. C'était les terres arches. Les arches, les propriétés indivises. Donc soit ça appartient à un groupe de familles, à une famille, à un groupe de villages et tout ça. Ils ont dit c'est là où il faut attaquer. Donc la loi... C'est là le Senatus Consul. Non, ça c'est complété. Ça c'est la loi Varnier 1873, 2 ans après la révolte de Mokharani. Oui. Voilà. Donc et c'est pas un hasard. Donc là, on va distribuer des actes de propriété privée aux gens. Donc pour semer le chaos, effectivement. Atomiser la société. Atomiser et puis créer des conflits au sein des familles, etc. Oui. Donc ils ont exporté, ils ont fait exactement la même chose un peu partout. Donc ça c'est pour dire que c'est pour saper les structures sociales sur lesquelles fonder un peu qui permettaient que ces sociétés-là soient intégrées à des échelles micro, c'est vrai, hein, des échelles micro, mais il fallait frapper vraiment en profondeur. Pour revenir un peu, pour faire un saut par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la responsabilité de la France en attaquant Kadhafi, et je n'ai aucune sympathie pour Kadhafi, c'est un dictateur, un despotique, mais le résultat, la dislocation de la Libye, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas un crime contre Kadhafi, mais un crime parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après la dislocation de la Libye, on estime à 10 000 missiles qui sont partis dans la nature, des millions de munitions, etc., etc. Et vous avez les Touaregs qui étaient hébergés dans l'armée libyenne. Ils sont venus retrouvés dans la nature sahélienne. De la garde de Kadhafi. Voilà, vous avez Ayad très important, même si oui, il n'y a pas de une souci. Petite... mais beaucoup de gens vous diraient que si l'ordre n'avait pas été donné d'arrêter les troupes de Kadhafi qui allaient de Tripoli à Benghazi, il y aurait eu un carnage qui a été directement annoncé par Kadhafi et confirmé par son fils pour dire aux populations « Nos troupes arrivent, préparez-vous, vous allez tous mourir ». Oui, bon, ça, c'est les prétextes qu'on peut trouver, tout. C'est plus qu'un prétexte. C'est une menace directe, concrétisée par des troupes en mouvement. Juste une précision pour compléter votre question. Il s'agissait d'une attaque aérienne à ce moment-là. Et ils auraient pu... Pas aérienne. Non, elle était aérienne, M. Belchenif. Il a envoyé des divisions blindées de l'infanterie. Juste pour vous dire, oui, probablement avec de l'infanterie. Oui. Mais il aurait suffi simplement aux Occidentaux de décréter, comme ils l'ont fait en Irak, l'exclusion aérienne. Et à ce moment-là, on n'aurait pas été vers ce que dénonce notre... Mais en tout cas, je voulais juste... oui. C'est absolument important ce que vient de dire mon voisin. Abbas, la dislocation de la Libye a été un facteur dévastateur pour le Sahel. À la fois parce que les armes se sont répandues, et la région est devenue incontrôlable. Même une partie de l'État islamique au Grand Sahara
s'est installé au Sahel à partir de la Libye, à partir de Sirte, de la région de Sirte. Donc l'Occident, l'OTAN a aujourd'hui une énorme responsabilité dans la situation. Comme disait le feu Idriss Déby, ce que l'Occident aurait dû faire, c'est assurer le service vente de ce qu'elle a fait. Elle a disloqué la Libye et elle est partie. Le service après-vente. Mais nous allons y arriver au terrorisme. Poursuivez, Abbas Hamadan, je vous avais interrompu. Il n'y a pas de souci. En fait, l'intervention il faut souligner une chose. L'intervention en Libye et l'intervention de la France au Mali, la fameuse opération Barkhane, en fait, Serval puis Barkhane, oui. Elle a été menée par qui ? Il faut retenir ce nom par le général Puga. Le général Puga, c'est quelqu'un, un ancien, il est connu dans tous les sales coups qui menaient en Centrafrique. Et c'était le conseiller particulier de Sarkozy. Et après, le conseiller, donc il avait le premier et le dernier mot par rapport à François Hollande. Donc on a confié la gestion d'un tel problème, on l'a confié à ce général-là, qui est un ultra-conservateur, un général passéiste, donc qui était nostalgique de la France impériale et tout ça. Donc c'est lui qui a mené ces opérations. Donc du coup, c'est soit l'intervention au Mali, on peut parler de l'Afghanistan, de la France. Hein. Je crois que vous le citez voilà. Donc de l'Afghanistan, parce que 9 ans de présence, le terrorisme, donc l'objectif militaire et politique, c'était de contenir le terrorisme, de l'endiguer ou du moins l'éradiquer ou du moins le contenir. Donc qu'est-ce qui s'est passé le résultat? Le terrorisme s'est propagé jusqu'à donc le nord-est de Cameroun, Burkina Faso, un peu partout, la Corne de l'Est, même en Afrique australe de façon sporadique. Mais le souci, c'est pas simplement à cause des armes. Il y avait un travail idéologique qui a été fait parce qu'il faudra maintenant s'interroger sur certains pays qui ont alimenté justement ça après leur défaite en Irak et un peu en Syrie. Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas avoir une vision holistique, c'est essayer de ramasser le tout. Peut-être aussi, faut-il rappeler qu'à la naissance de l'AQMI, qui était une excroissance du JSPC, que le JSPC est une création du DRS. On a vite et tôt fait de faire une liaison, que le terrorisme n'est pas né de rien, n'est pas né du néant, qu'il y a beaucoup de gens qui ont tiré des ficelles. Certains observateurs et certains stratèges dans le domaine sécuritaire disent que les Algériens, au niveau du Nord Mali, là où prospéraient tous ces groupes terroristes, la main de l'Algérie et l'influence de l'Algérie étaient très très importantes. Tu as souligné Agliad Rali, c'est ça, qui était dans le mouvement Azawad indépendantiste, faut-il le rappeler, premièrement, et puis qui a été récupéré par le pouvoir central malien, qui l'a envoyé consul où? En Arabie Saoudite. Et d'Arabie Saoudite, il revient au Mali avec une feuille de route. Et l'AQMI qui avait été adoubé par Al-Zawahiri, le numéro 2 de Al-Qaïda, à ce moment-là, l'AQMI avait servi de prétexte à l'Africom qui voulait s'installer dans le Sahel. Vous parlez de Boko Haram pour dire que c'est pas... Pour vous dire, ces groupes qui se marient, qui ont des alliances tactiques, stratégiques pour des objectifs limités, ce n'est même plus idéologique, ça ne relève même plus de la religion. D'ailleurs, ça n'a jamais relevé de la religion, ce terrorisme dans la vraie religion. Le souci, c'est que Boko Haram a demandé l'allégeance à l'UI, à l'État islamique à Daesh, qui lui a accordé. Et donc, ça fait beaucoup de mouvements, il soulignait au niveau du Nigeria, au niveau du Cameroun, et maintenant, ça fait tache d'huile. Et je reviens à dire que ce G5-là, il est plus en option stratégique, sécuritaire, que pour carrément développer, comme le souhaiterait l'AFD, l'Alliance française du développement. Alors, nous allons en parler, mais après avoir écouté M. Pascal Boniface, très connu, géopolitologue, après je donnerai la parole à Abba Seddiq. On a mis en place l'opération Barkhane, 4500 soldats français
Sauf que le territoire, ce n'est pas seulement le Mali, c'est l'ensemble du Sahel. C'est un immense territoire et qui est bien sûr impossible à contrôler par 4500 Français. Et donc du coup, malgré cette victoire initiale, eh bien, 6 ans plus tard, bien sûr, le terrorisme n'est pas vaincu. Il y a toujours des bandes. Il y a un mélange entre les trafics, les djihadistes. Mais en tous les cas, ces forces sont de plus en plus importantes. Et ils ont réussi contre l'armée du Niger, contre l'armée malienne et parfois également contre les forces françaises à réussir des opérations et à faire bien des morts de deux côtés, et la France a déjà perdu beaucoup de soldats là-bas. Et puis comme l'opération dure, il commence à y avoir des protestations ou une lassitude de la part des populations qui disent mais que font les Français? Alors les autorités bien sûr savent très bien que si les Français partaient, eh bien ça serait la catastrophe, puisque les djihadistes se développeraient leur action et pourraient même, une fois encore, développer une emprise territoriale. Si les Français partaient, ce serait la catastrophe. Sédic, qu'en est-il vraiment? Nous allons parler un peu de ce phénomène du terrorisme, justement. Non, je pense que c'est un peu aller vite en besoin que dire que si la France part, ça va être la catastrophe. Il faut rappeler que il y a eu d'abord une première opération qui est Serval, qui avait un mandat très précis. Et c'est arrêter la progression des groupes djihadistes qui étaient partis du nord vers le sud du Mali et peut-être à Bamako. La France les a stoppés à Konna. Ensuite, cette opération militaire avait permis de libérer les villes qui étaient occupées. Tout le malentendu commence à partir du basculement de Serval à Barkhane. Lorsque la France est passée de Serval à Barkhane, elle a eu pour ambition de lutter contre le terrorisme sur l'ensemble du Sahel, les 5 pays, avec 4500 soldats, comme il a été dit, sachant que d'un point de vue stratégique même, il était difficile de lutter contre le terrorisme sur un territoire 5 fois plus vaste que la France, parce que de la Mauritanie au Tchad, c'est à peu près 2,5 millions de kilomètres carrés. C'était une opération c'était un pari impossible. Et aujourd'hui, 9 ans après, on a constaté que la France n'a pas réussi à contenir le terrorisme. Au contraire, quand elle arrive, il était au Mali seulement, il s'est exporté au Niger, à la Mauritanie. Et aujourd'hui, il est même arrivé au pays du Golfe de Guinée. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays non sahéliens, sont impactés par cette affaire. Donc, il y a un échec sur le plan de la stratégie. Et l'autre échec qu'on peut souligner, c'est que la France a pensé que la question de l'insécurité au Sahel était une question militaire et sécuritaire seulement. Et les autres aspects, l'aspect développement, l'aspect gouvernance, l'aspect injustice, l'aspect présence de l'État, ont été complètement évacués. Et on n'est pas surpris par les résultats aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette absence de résultats qui crée aujourd'hui l'incompréhension et les rejets dans les populations. Comme on vient de le voir avec le coup d'État du 30 septembre au Burkina Faso, il y a eu des manifestations avec le drapeau russe. Les gens demandent à la Russie de venir remplacer la France parce qu'ils considèrent que les 9 années de présence française n'ont pas permis de contenir la menace, au contraire. Donc, pour les gens du Sahel aujourd'hui, si on devait faire un référendum, la France partirait immédiatement. C'est pas ce que Mais ambassadeur, qu'est-ce qui fait courir la France? Quel est l'intérêt qui fait que la France s'accroche autant? Est-ce que c'est seulement l'uranium du Niger? Non. Est-ce que c'est le péril migratoire? Est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui fait que la France, pour elle, c'est un enjeu aussi stratégique, aussi central? Je pense que ce qui est absolument sûr, ce n'est pas totalement désintéressé. Ce n'est pas simplement de la philanthropie. Il y a un intérêt géostratégique. Le Sahel est bien situé. Lequel? Non, le Sahel est quand même bien situé. Il est quasiment au centre du monde. Absolument. Le Sahel, vu sur une map monde. C'est la frontière avec l'Afrique du Nord, c'est la frontière avec l'Afrique centrale, c'est la frontière, on peut partir à l'Afrique orientale. Donc géostratégiquement, le Sahel a une importance. Ensuite, cette intervention permet à la France de garder son statut au plan international. Beaucoup de pays de l'Union européenne disent que oui, on a besoin de la France parce que c'est elle qui peut mettre de l'ordre au Sahel. Et ça permet à la France d'avoir une certaine, considération auprès de ce partenaire et au plan international. Ça lui permet de garder son rang. Ça permet aussi à la France elle n'y arrive pas, au contraire. C'est contre-productif pour elle. C'est ce qu'il faut regarder. Et s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce que serait la France? Parce que l'autre élément, c'est aussi, d'un point de vue diplomatique et politique,
la France dit aux pays du Sahel, voilà, je suis le seul à venir à votre secours. Les autres ne s'intéressent pas. Moi, j'ai même 53 soldats qui ont été tués. Donc, vous me devez de la reconnaissance. Vous me devez de l'exclusivité. Vous devez, et beaucoup vous savez, ce n'est pas un secret, que certains responsables français ont utilisé l'argument de la présence pour obtenir des marchés pour des sociétés françaises, en disant que voilà, bon, nous au moins on est là, on est présent, si vous devez accorder des marchés, par exemple, on a vu dans le cas du Mali, où sous Ibeka, Jean-Yves Le Drian avait dit au président Ibeka de l'époque que comme vous voulez attribuer de sociétés, comme vous voulez attribuer des permis pour la fabrication des passeports biométriques, pensez d'abord à la France qui vous a aidé avant de penser à ceux qui ne sont pas venus. Donc, il y a quand même des choses qui sont là, qui prouvent que cet engagement n'est pas totalement désintéressé et il tient compte des intérêts français, diplomatiques, militaires et stratégiques. Il n'y a que de l'économie. Je comprends tout à fait le propos de monsieur quand il expose ce qu'aurait dit monsieur Le Drian. Mais je voulais juste rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, c'est que vous dites que si vous faites un référendum aujourd'hui, la France serait complètement éjectée de ce qu'est son espace, un peu comme ça. Sans compter, on n'a pas parlé du problème France-Afrique quand même, on n'a pas parlé enfin bref, ça mériterait aussi une émission. Ce qu'il a lieu de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier l'influence aussi de la Russie, l'influence de la Chine dans leur méthode de soft power, de la Russie et de la Chine en Afrique. En utilisant des méthodes de soft power pour dire la France a échoué, c'est pas, etc., etc. Ce qui fait que l'opinion publique africaine, non seulement africaine dans sa globalité, mais celle du Sahel, répond à cette sollicitation, d'autant que la France a commis des erreurs stratégiques, comme vous venez, et je dirais même historiques, parce que il me semble pour moi que la France a définitivement perdu sur ses anciennes colonies. Définitivement perdu. Pour la bonne et unique raison. Mais le monsieur a tout à fait raison quand il disait que les problèmes du Sahel, au-delà de l'Alliance française du développement, c'est-à-dire remettre le niveau, revenir à des politiques publiques de bonne gouvernance, etc., etc., il y a un problème qui est fondamental, c'est que la mauvaise gouvernance de tous ces pays africains, et même du Sahel, je suis désolé de dire sans vouloir vous offenser, la faiblesse des institutions. Oui. On va parler de mauvaise gouvernance. La faiblesse des institutions, la faiblesse de leur armée, la corruption, les problèmes, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, des problèmes inhérents à l'espace, aux États post-coloniaux, ça pose problème, ça. Des problèmes d'identité, quand vous mettez des ethnies, c'est des espaces multiculturels, multiconfessionnels, qui posent de gros problèmes. Je ne sais pas, par exemple, je ne prendrai pas votre pays, mais je ne sais pas si le Mali, avec la composante humaine, la composante des ethnies, j'en parlais tout à l'heure avec M. Abbas Hamadan, ont une idée nationale forte. Quel a été ce mythe fondateur pour le Mali? C'est tout ça qu'il faut le cultiver. Rentrer dans la citoyenneté pleine et entière, ce qui est valable aussi pour l'Algérie, ne vous inquiétez pas, je suis très à l'aise pour en parler. C'est toutes ces questions. C'est pour ça que j'ai dit la vision uniquement holistique par compartiment n'est pas la bonne. Il faut aller voir ça de manière globale. Et il y a les intérêts aussi des États-Unis. On n'a pas appris Africom. L'Africom. Voilà, tout à fait. Mais je voulais simplement dire, il faut faire attention à ne pas considérer que l'homogénéité est une garantie. Vous savez que lorsqu'on a créé le Soudan du Sud, on a dit, voilà, on va vous séparer de vos frères arabes qui sont dans le nord. On va considérer, vous les Soudanais noirs et chrétiens, on va vous faire un État et vous allez vous entendre. C'est pire qu'aujourd'hui, le Soudan du Sud, c'est pire que quand il était là-bas. Et ça, parce qu'il n'y a pas de cohésion dans la cohésion. Mais parce que l'Occident a vendu aux gens que vos adversaires, c'est l'autre. C'est l'autre, vos frères arabo-musulmans. Pour vous mettre ensemble et vous allez vous entendre. C'est le contraire qui se produit. Il y a beaucoup de considérations qui vont au-delà. Les dynamiques peuvent souvent dépasser les considérations ethniques ou mais elles existent, cher ami. C'est ça le problème. Abbas Hamadan, sur ce point, justement, qu'est-ce qui fait que, d'abord, la France, qui était bien installée, qui a même créé les frontières de ces pays, en fait, qui les a dessinées. C'est un crayon colonialiste qui a
tracé les frontières de l'Afrique du Nord, du Sahel et de tous les pays colonisés, qui était donc bien implanté, qui a diffusé sa langue, sa culture, qui est devenu en quelque sorte l'Eldorado dont tout le monde rêve, ou tout le monde rêve d'émigrer. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit aussi rejetée aujourd'hui? C'est l'effet de désillusion, d'un côté. Trop de promesses ont été faites à travers les différents dirigeants africains. Trop de promesses, puis désillusion. Et puis, il faut aussi parler de l'arrivée d'une nouvelle génération, plus cultivée. Il y a une diaspora africaine qui est très, très puissante. Et ça sera pour moi un levier très, très important dans l'avenir. Même pour nous, l'Algérie, l'exemple le plus important, pour moi le plus éloquent, c'est l'exemple de l'Inde, qui a utilisé les 20 dernières années, qui s'est appuyé sur sa diaspora pour faire du lobbying, y compris au niveau des États-Unis, pour importer justement la technologie. Donc voilà, donc il y a l'éveil, l'arrivée. Moi, je l'attendais personnellement, comme beaucoup d'autres. Je souhaitais l'éveil de l'Afrique, de nouvelles générations et de désillusions. Après, au niveau de la France, ils ont continué, ils n'arrivent pas en fait à vivre le deuil. C'est fini, l'Empire français. Il faudrait qu'ils comprennent, l'Empire français, il est fini. Donc ils continuent à s'accrocher un peu à ce spectre, à cette illusion, au point où, très récemment, comme je disais tout à l'heure, ils ont confié la gestion de la crise sahélienne à Puga, au général Puga, qui est, pour lui, c'est la solution sécuritaire. Alors il faut avoir, une poutre dans chaque œil pour comprendre que la pauvreté, la crise économique, l'exclusion et tout, est un terreau pour le recrutement des djihadistes et tout cela. On parle de l'endogénéisation du terrorisme. C'est-à-dire, le terrorisme recrute des gens parce qu'ils ont été endoctrinés, mais pas que. Il recrute aussi des gens parce que désœuvrés. Et il les paye aussi. Il les paye, il leur donne un statut, l'endogénéisation. Donc confier la gestion d'une crise qui est multidimensionnelle à le général Puga, il avait l'oreille. Et de Sarkozy, tout le monde souhaitait et pensait que l'arrivée de Hollande, il va il l'a reconduit. Donc c'est lui qui faisait absolument l'alpha et l'oméga confier la gestion d'une telle crise à un général qui a une mitraillette à la place du cerveau. C'est dire l'option, la vision. C'est une vision, comme pour moi, qui est suicidaire pour la France. Ce que je voulais dire juste, monsieur, si vous me le permettez, ce qu'a dit M. Hamadan est d'une importance capitale. Il y a une rupture, je dirais même épistémologique, avec tout ce qui s'est fait avant, avec la France-Afrique. La jeunesse africaine, qu'elle soit du Niger, du Mali, de Côte d'Ivoire, d'un peu partout, prend conscience de son existence, elle ne peut plus rentrer dans les combines. Et ça participe aussi, au-delà de ce que nous avons tous dit ici, de ce rejet de la France a perdu toutes ses anciennes colonies. Mais c'est une question que je vais adresser d'abord à Bassel. Il n'y a pas de souci. En partant de ce que vous venez de suggérer, la jeunesse, la population d'une façon générale dans le Sahel, dans ces pays, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le développement, la malvie, la mauvaise gouvernance font des ravages. Est-ce que les populations dans ces pays sont en mesure aujourd'hui d'une véritable prise de conscience politique, de s'organiser en conséquence, de faire face à ceux qui les prennent en otage, coup d'État après coup d'État, de sortir un peu de ce carcan géostratégique où tout le monde s'y met, la Chine, les États-Unis, la France, où le phénomène migratoire est en train de faire des ravages. À votre avis, est-ce que la population sahélienne, d'une façon générale, de ces pays, est en mesure aujourd'hui de faire face à tous ces défis et de dire tout simplement basta? Oui, absolument. Je pense qu'il y a aujourd'hui une réelle prise de conscience. Il y a quelques années, au moment où la France entretenait ses relations absolument déséquilibrées avec les pays, il n'existait pas de société civile
il n'existait pas de conscience nationale à proprement parler. Et il y a quelques années, quelqu'un racontait une anecdote. Lorsque, en 2007, le Niger avait mis sur le marché un permis minier de Imouraren pour exploiter l'uranium, les gens de Areva étaient venus. Areva a changé de nom, mais c'est toujours Orano aujourd'hui, mais à l'époque c'était Areva. Et ils étaient venus en disant que, bon, nous, on a toujours un partenariat avec vous, donnez-nous le permis. Et à l'époque, le président avait répondu, si je vous donne le permis, j'aurai la population demain dans la rue. Parce que les rapports ont changé. Il y a une conscience nationale, il y a une société civile. On ne peut plus continuer à faire la même chose. Ce que les pays, ce que je pense aujourd'hui... Et pourquoi alors les problèmes se règlent par coup d'État plutôt que par présence sur la scène politique, élections, partis politiques Il y a un travail, je pense, qui est en cours avec des partis politiques, mais les institutions de régulation qui doivent arbitrer les crises politiques, qui doivent arbitrer un certain nombre de choses, n'ont pas fonctionné véritablement. Là aussi parce qu'il y a eu des ingérences. Notre ami a bien fait tout à l'heure de souligner que dans le cas, par exemple, de ce qui s'est passé en avril 2021 au Tchad, la constitution du Tchad prévoit qu'en cas de disparition du président Déby, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim pendant 90 jours et on doit organiser des élections. Avec l'aide de la France, le fils de Déby s'est installé et on a bafoué la constitution. Donc, ce n'est pas simplement la responsabilité de Tchadiens si ça n'a pas marché. C'est aussi parce qu'un soutien extérieur, celui de la France est venu soutenir cela et celui de l'Union européenne, puisque l'Union européenne aussi s'était alignée sur la position de la France. Donc, cette prise de conscience dont vous nous parlez n'est pas au rendez-vous. C'est un peu comme l'Algérie. Nous avons des institutions, nous avons des partis politiques, nous avons 180 titres de presse, comme tient à le rappeler à chaque fois M. Tebboune. Mais ce sont les autres qui décident. Ce ne sont que des coquilles vides. Je pense que la société civile, comme on a pu le voir dans le cas de certains pays d'Afrique francophone aujourd'hui, avec Y'en a marre au Sénégal, Flamby en RDC, etc., tournons la page au Niger, il y a une conscience politique, il y a des choses qui sont en train de se construire, qui ont besoin d'être soutenues et qui n'ont pas besoin d'ingérence extérieure. Souvent, la démarche est affaiblie par des ingérences extérieures qui viennent empêcher cette évolution-là. Mais il est important que, comme on a dit, qu'on puisse travailler sur des solutions africaines, que l'ingérence extérieure, on parle souvent de la Russie, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a la Turquie, on parle moins de la Turquie au Sahel, mais... Il y a le Qatar. Oui. Juste un petit exemple, M. Benchenouf, vous me corrigez si... La crise tchadienne, elle est en train de se régler au Qatar. La crise malienne, elle est en train de se régler au Qatar. La diplomatie qatari, elle est en quête d'influence. Et elle est devenue opérationnelle, indépendamment du fait que la crise en Afghanistan, elle s'est réglée avec les Qataris. Les talibans avaient table ouverte là-bas, ceux qui sont sortis de Guantanamo et ceux qui sont sortis. Quand vous pensez que, par exemple, pour l'Afghanistan, je digresse rapidement, l'armée régulière, elle faisait 360 000 hommes, mais verrouillés et gangrénés par la corruption. Les talibans étaient 60 000, ils ont arrêté et les talibans ont pris le pouvoir. Donc, ce que vous dites là, l'ingérence étrangère, vous avez très bien fait de le souligner, c'est un élément qui prouve que la France est dépassée. Il y a 40 groupes armés, politiques, tchadiens, qui se réunissent et qui sont en train de faire un protocole d'accord avec le fils Déby, qui est président du Conseil, etc., pour régler la crise tchadienne, pour vous dire. Oui, comme a dit notre ami tout à l'heure, aujourd'hui, le problème de la France, il est un problème franco-français aussi. C'est-à-dire que la France a délégué un peu la gestion des affaires africaines aux militaires. Pendant longtemps, quand Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense, la plupart des dossiers africains s'est réglé à l'hôtel Le Brienne. C'était les militaires qui sont devenus plus influents que les diplomates qui disaient attention, ne nous mêlons pas de ces affaires. Attention, ils n'étaient pas écoutés. On écoutait les militaires. Tous les grands diplomates du Quai d'Orsay. Juste un mot. Quand il y a eu le putsch du fils Déby, il y a une coïncidence qu'il faut rappeler pour parler du désastre de la politique, française. C'est que là, ça a été applaudi par la France, par l'État français. Un mois après, à peine, il y a eu un coup d'État au Mali qui a été, on lance flamme. C'est ce que je disais. Donc, non, mais c'est un mois après, quoi. C'est pas 3 ans après. C'est un mois après. C'est vérifiable en temps et en heure. Donc, ça discrédite
totalement Tout à fait. La voilà. crédibilité. Et la France a attaqué la Guinée aussi. Et la France s'est mêlée de l'élection de M. Ouattara au détriment de M. Paquebot, qui a été traîné devant la CPI et qui est sorti blanchi. C'est toutes ces questions où la France a perdu un peu de son honneur là-dedans. Alors, nous parlons donc de prise de conscience au sein des peuples de la région. Moi, je n'aime pas beaucoup au sein des populations. Ça me fait un peu Genre connotation un peu... Genre Moi, je préfère des années 70. Voilà, moi je préfère les peuples, même si ça paraît un peu démagogique sur les bords. Donc, de prise de conscience au sein des peuples de la région. Par contre, l'altruisme, la philanthropie internationale continue de s'exprimer. Nous allons voir quelques images de cette alliance Sahel, qui a pour objectif donc d'accompagner la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad dans leurs efforts de développement et de paix. Nous allons écouter, puis nous allons discuter de ces professions de foi philanthropiques. L'Alliance Sahel en juillet 2017. Les membres fondateurs de cette initiative sont l'Union européenne, la France et l'Allemagne, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. L'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni se sont joints à l'Alliance et d'autres partenaires seront amenés à y prendre part. L'ambition de l'Alliance est de soutenir les priorités de développement du G5 Sahel, énoncées dans les plans de développement nationaux, et de miser sur les atouts du Sahel afin de transformer les défis en opportunités. L'Alliance a 3 objectifs. Mobiliser des investissements, y compris auprès du secteur privé, accélérer la mise en œuvre de projets de développement et mesurer les résultats obtenus. En partenariat avec les pays du G5, l'Alliance s'est fixé des objectifs audacieux. Afin de former une jeunesse dynamique et ambitieuse et créer des milliers d'emplois, afin d'augmenter les surfaces irriguées pour assurer la sécurité alimentaire, afin de développer massivement les énergies renouvelables, afin d'élargir l'accès aux services de base et à l'eau potable, afin de renforcer le contrat social et de créer les conditions d'une croissance durable et inclusive. L'Alliance entreprendra des programmes multisectoriels dans les zones les plus vulnérables afin que le développement soit synonyme de paix. L'Alliance est un appel à l'action, un engagement à apporter une aide plus rapide et efficace. C'est une invitation à investir dans l'avenir du Sahel. Abbas Siddiq, d'abord, sur cette immense générosité des uns et des autres, de voler au secours, jusqu'à renforcer le contrat social, entre autres points cités. Oui, je pense qu'on reste toujours sur la profession de foi, sur la bonne intention. Maintenant, dans la pratique, il faut regarder ça. Dans l'ouvrage que moi j'avais écrit sur le Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, qui est sorti en mars. C'est le livre. Voilà, merci de le présenter à l'écran, de nous dire la maison d'édition. Oui, c'est le livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, qui est sorti aux éditions Impact Éditions, ici à Paris. Et dans ce chapitre, justement, je consacre un chapitre entier à ce que j'ai appelé le naufrage de l'aide. Quasiment, parce que on parle de milliards de dollars qui sont investis dans le Sahel, mais si vous allez au Sahel, vous ne verrez pas concrètement cet argent. Parce que l'argent, comment dire, il y a une dispersion des énergies entre... Cette alliance a été créée pour créer de la synergie entre les différents acteurs. Il n'y a aucune synergie. Et cette alliance a été créée parce que dans le cas du Sahel, on ne peut pas, comment dire, avoir entre la décision de faire un projet et la mise et le démarrage du projet, ça fait 2 ans. Oui. 2 ans en moyenne. Vous imaginez, donc, dans un contexte d'urgence. Donc, honnêtement, il y a encore, au-delà de cette profession de foi, des affirmations, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les interventions extérieures soient adaptées aux réalités. Il y a les questions des réalités. Les gens... Là où les gens ont besoin d'un puits, on vient faire un dispensaire. Là où les gens ont besoin d'un dispensaire, on vient faire un puits. Parce qu'il n'y a pas de planification et on ne demande pas aux populations quelles sont leurs préoccupations. Et puis il y a la corruption endémique qui doit... La gouvernance, sur laquelle les bailleurs de fonds ferment souvent les yeux. Si le régime est à leur service, ils ferment souvent les yeux. Et pourtant, ils savent. Ils savent que
la grosse partie des aides est détournée par la corruption. Mais pourtant, Mais ça les arrange Pourquoi? peut-être. Parce que ça les arrange, En bien 2000, sûr. L'Alliance Sahel a été créée, et j'en termine, en 2017, mais en 2013, en novembre 2013, il y a eu une mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, dans le Sahel, une tournée, pour dire que désormais, on va harmoniser les choses, on va travailler ensemble. Et Je aujourd'hui, vous redonne 10 la ans parole, après, si c'est vous la même chose. permettez. Quels ont été les principaux bailleurs de fonds dans cette opération d'alliance? Les principaux bailleurs de fonds, et à quelle hauteur? Parce que quand je vois certains chiffres qui frisent la cinquantaine de millions de dollars... Alors, plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie... à quelle hauteur? On n'a pas et d'organisations internationales, Parce que le monsieur a parlé dont de la milliards. Banque, Oui, c'est des dont milliards la de dollars. Banque mondiale et En l'Agence francs CFA. française de développement. Milliards de dollars. Quand les pays, si vous allez sur le site de l'Alliance, vous verrez qu'elle revendique avoir investi des milliards de dollars dans le Sahel. Mais si vous allez concrètement à Gao, si vous allez à Tilaberi, au Niger, si vous allez à Tombouctou ou si vous allez à Solan, au Burkina Faso. L'argent doit se trouver dans les banques suisses et les paradis voilà, fiscaux. et puis investi dans la bureaucratie aussi, dans l'achat des 4x4, Abbas dans l'achat Hamadan, de sur maisons ces offres de services, cette générosité internationale, mais jumelée à la grande corruption qui infecte ces pays. C'est un peu comme l'Algérie, hein, c'est un peu comme toute l'Afrique du Nord aussi. Comment voyez-vous cette... Est-ce qu'ils ne sont pas conscients que cet argent qu'ils disent apporter, qu'ils apportent, en fait, part dans les paradis fiscaux, dans les poches des uns et des autres? C'est pas en fait, il n'y a aucune volonté sérieuse de voir émerger en Afrique des démocraties. Donc du coup, il se trouve dans des situations ambivalentes. On aide, et de l'autre côté, on sait que cette aide-là n'ira pas là où il faut qu'elle y aille. Donc c'est comme dans les situations actuelles, quand on a des régimes corrompus, des régimes illégitimes, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas d'institution de régulation. La corruption, elle est... Mais attendez, Abbas Hamadan, vous me suggérez une question très intéressante. Oui. Je prends par exemple la France. Oui. Monsieur Macron, Oui. Il doit connaître ça, c'est élémentaire. Ça veut dire, s'il n'y a pas de démocratie, que je donne de l'argent, ça ira dans les paradis fiscaux. Au même moment, il soutient le fils de Déby pour avoir pris le pouvoir de façon anticonstitutionnelle, antidémocratique. D'un côté, il manifeste sa volonté d'aider ces pays à se relever, à se gérer eux-mêmes. Et de l'autre côté, il soutient une dictature qui a violé la loi et qui donc fera en sorte qu'il n'y aura pas de démocratie dans ce peuple et que la corruption continuera à sévir et que cet argent de l'aide ira donc dans les paradis fiscaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base militaire aérienne française assez puissante avec leur aviation là-bas. Alors d'abord, Abbas Hamadan, parce que... Et après... Oui, en fait, donc c'est une position ambivalente de la France. Ambiguë. Donc, ambivalente, parce que quand on parle de l'Afrique francophone, l'Afrique de Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, quand on parle, les partenaires européens et occidentaux de façon générale considèrent et font tout pour respecter ça, que c'est le parapluie c'est les pays qui sont sous le parapluie de la France et on n'a pas à contrarier la France sur ces pays-là. Moi, je me rappelle à l'époque, je l'ai peut-être déjà dit, quand je travaillais avec M. Houssine Ait Ahmed, j'ai eu moi-même donc des discussions avec des ministres européens pour essayer de le sensibiliser par rapport à ce qui se passe en Algérie. J'ai eu, par exemple, des contacts avec le ministre belge, suédois et d'autres, des responsables politiques français, etc. Donc, ils nous disent tous, c'est pas nous qu'il faut convaincre, on sait tout cela. Il faut convaincre. Et sur l'Algérie, comme c'est pour l'Afrique de l'Ouest, on ne peut pas entrer. Donc, ces pays-là, ils contribuent
parce que la France leur demande, c'est leur partenaire, et la France n'a pas intérêt à voir ces pays-là se démocratiser, parce qu'ils se disent, si ces pays-là reprennent leur souveraineté, ben adieu la France-Afrique. Voilà, ils sont un peu... Autrement, tout le monde sait que dans des pays, dans des régimes où sévit la corruption à grande échelle, tout argent donné, c'est le tonneau des Danaïdes. Voilà, c'est le tonneau des Danaïdes. C'est ça, c'est absolument. Non seulement je souscris, mais je vais ajouter des éléments. Vous avez posé une question intéressante, comme depuis le début de l'émission d'ailleurs. C'est pas qu'ils ne savent pas. En fait, ils sont même peut-être plus documentés que nous pour savoir que la corruption existe. Il y a une étude qui a été faite dans le cadre du Mali, par exemple, par une ONG canadienne, qui a montré qu'entre 2012 et 2017, environ 1 milliard d'euros d'argent de l'aide apportée a disparu par la mauvaise gouvernance, par la surfacturation, par de mauvaises dépenses, par le détournement des deniers publics. Mais personne n'a pipé mot. Personne n'a dit, écoutez, si l'argent est volé, on va arrêter Je vous interromps 2 secondes, mais n'oubliez pas ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très important. C'est le cas aussi de l'Algérie. Oui. La France sait très bien que des gens, des barons du régime et de leurs clients exfiltrent par le jeu de la surfacturation et autres des milliards d'euros qu'ils blanchissent en France de façon très ouverte. Tout le monde sait. Le dernier inspecteur de la financière, de l'inspection des finances, pourrait démontrer en une journée que c'est du blanchiment. Mais ils ne le font pas. Mais je vous laisse poursuivre. Tant qu'ils s'en accommodent. Voilà. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ça les arrange. Ils disent, puisque nous, on ferme les yeux, on fait semblant de ne pas le savoir. Mais écoutez, on a su récemment qu'avec ce qu'on appelle les biens mal acquis, les enquêtes par la financière initiée de certains dirigeants africains, Gabon, Congo et Guinée équatoriale, tous les immeubles là ont été achetés ici. À 25 millions d'euros, à 30 millions, à 40 millions. Vous vous rappelez Bokassa on sait que les autres. Hein, les Français savent que quand un dirigeant africain vient acheter un immeuble, un hôtel particulier ici à 25 millions de dollars, à 18 millions d'euros, que ce n'est pas son argent, c'est de l'argent volé. Évidemment. Mais ils font semblant de ne pas savoir, parce que ça les arrange tant que le dirigeant va permettre de voler le pétrole à Elf ou va permettre à Areva de faire ce qu'elle fait, ça les arrange. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ils participent à la fabrique de ces présidents. C'est ça qu'il faut dire en un mot. Voilà. En fait, on n'est pas dans une complicité passive. On est dans des complicités actives. Absolument. Alors, pour illustrer mon propos, je prends l'exemple de la société créée par Airbus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Airbus a créé, enfin une succursale d'Airbus, a créé une société. Soi-disant, ils ont découvert une mine au sud du Mali, une mine d'or. Qui a été inaugurée par le président malien, en grande pompe. Hein. Et donc, finalement, c'est pour attirer de l'argent. Donc il y a eu des capitaux, c'est ça ? Bien sûr, il y a eu 2 actionnaires qui ont mis quelque chose comme 100 millions de dollars pour l'exploitation de cette mine. Il s'est avéré que cette mine-là, il y a très très peu d'or, donc du coup faillite. Mais cet argent-là, encaissé, a été utilisé justement pour soudoyer des dirigeants maliens et leur vendre des hélicoptères. Et leur vendre des hélicoptères. Et cette affaire-là... d'Areva qui avait acheté une mine qui ne voulait pas un clou et qui avait payé à l'époque de 100 millions d'euros. Cette affaire-là, elle est arrivée devant le tribunal de Toulouse sans suite. Idir, puis nous allons passer à une question très importante que je poserai à M. Abba sur le franc CFA. Oui. Par rapport à cette question de gens qui savent que cet argent qu'ils offrent, cette philanthropie... c'est pas une philanthropie, ils savent très bien ce qu'ils font, les Français. Qui vendent dans les paradis fiscaux. C'est eux-mêmes qui installent les présidents. C'est eux-mêmes qui contrôlent de bout en bout tout l'édifice pseudo-institutionnel des pays. Peut-être même qui télécommandent des coups d'État. Évidemment. Moi, je rappellerai simplement, et je parle sous votre contrôle, Bob Denard et ses mercenaires, pour moi, c'est je dirais pas les ancêtres, mais disons les précurseurs de Wagner. C'est Bob Denard. Oui, Bob Denard, oui, tout à fait. Ce que je veux dire, mais bien évidemment,
Bien évidemment, mais je pense, et notre ami journaliste Oussé Abbès qui l'a dit, la rupture avec la jeunesse africaine qui va prendre conscience des enjeux climatiques, des enjeux d'environnement, des enjeux de productivité, d'industrialisation, des enjeux sanitaires, c'est très important, la santé publique, enfin tout ce qui concerne la vie. Regardez au niveau de l'IDH, je ne sais pas qui c'est qui parlait de l'eau, c'est très important, tous les pays africains sont pratiquement en queue de peloton. Oui. En queue de peloton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait pratiquement un plan, je dirais, guillemets, prenez pas ça stricto sensu, un plan Marshall pour au moins le Sahel, parce que la migration du Sahel, moi j'avais, excusez-moi juste, j'avais aidé à rédiger une déclaration sur les droits de l'homme. Et je disais, j'invitais les ONG, les grandes ONG, Amnesty, HWR et compagnie, à déjà, en 2017, à inventer des droits nouveaux pour les futurs migrants dus au réchauffement climatique. Ces questions-là doivent être prises en charge, surtout pour l'Algérie, parce que nous risquons d'avoir une vague. Ils devraient être reçus dans la dignité. C'est toutes ces questions qui sont importantes. C'est pas simplement la France, pas la France, parce que moi je suis certain que la jeunesse africaine prendra conscience. J'aimerais qu'il y ait, excusez-moi si je me trompe, j'aimerais qu'il y ait des centaines et des dizaines et des milliers de Thomas Sankara. Voilà, oui, je résume les choses. Ce que vous avez dit est très important, la question de l'enjeu climatique. La Banque mondiale a sorti il y a 3 semaines un rapport où elle dit que si on ne prend pas dès à présent des mesures par rapport aux enjeux climatiques, il y aura 13 millions de pauvres supplémentaires dans les pays du Sahel d'ici 2050, en plus des pauvres qui existent déjà par rapport aux enjeux climatiques. Et là où on attend les partenaires, on ne les voit pas. Vous savez que le 5 septembre 2022, il y a eu à Rotterdam, aux Pays-Bas, une grande réunion sur l'Afrique face à l'adaptation au changement climatique. Il n'y avait aucun dirigeant européen. Il n'y avait que les chefs d'État africains. Parce que pour eux, bon, ce n'est pas important que... nous allons y arriver justement avec la dernière question qui sera le phénomène migratoire. Mais avant, sur ce phénomène, ce problème du franc CFA, est-ce que vous pourriez nous faire une petite explication de texte? Oui, le franc CFA, c'est la monnaie qui lie la France aux pays africains. Il y a aujourd'hui, vous savez, en janvier 2014, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Et à l'époque, c'est la France qui avait décidé de dévaluer le franc CFA de 50%. Les Africains ne sont pas maîtres. Absolument. Les réserves d'échange jusqu'à récemment, les réserves d'échange de l'Algérie, les réserves d'échange de l'Algérie sont à la Banque centrale d'Algérie. Les réserves d'échange du Nigeria sont à la Banque centrale du Nigeria. Mais les réserves d'échange des pays membres du franc CFA sont à la Banque de France, à Paris. Et c'est là qu'ils sont obligés de déposer. C'est la France qui imprime. Absolument. Et c'est là qui décide du niveau de. Oui, ils sont fabriqués à Chamonix. Frappés là-bas. Et c'est la France qui décide du volume de la monnaie, de la masse monétaire. Et c'est la France siège au conseil d'administration de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO à Dakar. Et il y a la BCAC, la Banque centrale des États d'Afrique centrale, à Yaoundé. Et jusqu'à ce que maintenant, là, il y a eu une évolution récente du fait de la manifestation des jeunes Africains, justement, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec... Et la France a accepté de concéder, de faire quelques concessions. Mais elle reste maître du jeu par rapport à ce tâche. Moi, je pense que une des plus grandes aberrations, moi, je suis du Niger, qui est frontalier du Tchad. Le Niger appartient à l'Afrique de l'Ouest. Quand vous avez le franc CFA du Niger, vous ne pouvez pas le dépenser au Tchad. Quand vous avez le franc CFA du Tchad, vous ne pouvez pas le dépenser au Niger. Ce sont des monnaies différentes? C'est le même franc, mais la France a décidé, à partir de la dévaluation de 2014, qu'on ne peut pas interchanger. On ne peut pas interchanger le même franc CFA, qu'il soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique des relations économiques, les relations commerciales, etc. Oui, ça, c'est la France qui l'avait imposé. En fonction des intérêts des pays aujourd'hui, pour un Nigérien, il a besoin d'aller au Tchad acheter et les Tchadiens ont besoin, si on veut favoriser l'intégration économique, il faut que cela se fasse. Mais la France, qui est maître du jeu, a créé cette situation. Et à mon avis, tôt ou tard, par rapport au franc CFA, il va y avoir une évolution. Et l'évolution viendra non pas des dirigeants, mais de la jeunesse africaine, qui ne va pas accepter. Il y a une prise de conscience. On ne peut pas accepter l'assujettissement monétaire. Ne va pas parce que, excusez-moi, M. Benchenouf, mais quelle est l'attitude de la CEDEAO par rapport au CFA? Oui,
par rapport à la France. Ça, c'est important que vous essayez de nous dire la position officielle. Non, la CEDEAO, voilà. les pays membres du franc CFA, il y a 8 pays en Afrique de l'Ouest, il y a 6 pays en Afrique centrale. Et donc, les pays ont 8 et 6, les pays ont essayé de faire en sorte que le franc CFA soit la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Les gens ont refusé. Les pays comme le Nigeria représente 65% du PIB de l'Afrique de l'Ouest, avec 2 millions de barils par jour. Il ne peut pas accepter qu'on se mette à faire, comme on fait aujourd'hui, à déposer des réserves de change à Paris, etc. Et les autres pays, parce que les autres pays, parce que la CEDEAO veut avoir une monnaie commune, les autres pays qui ne sont pas indépendants dans la décision monétaire n'ont pas accepté d'abandonner le franc CFA pour venir rejoindre le Nigeria. C'est un vaste sujet. Absolument. Abbas, sur ce sujet, c'est normal que des pays acceptent que leur monnaie soit frappée ailleurs, que le volume de l'imprimerie soit décidé ailleurs, que la répartition entre les différents pays soit décidée ailleurs. En fait, c'est le nœud gordien de la France-Afrique. Parce que le contrôle sur la monnaie, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, c'est la première preuve de la souveraineté d'un pays ou d'une société, c'est le contrôle sur sa monnaie. On prend les États-Unis, il y a la banque centrale américaine, le président de la banque, il est désigné par le président élu. Et donc, parce que c'est le levier le plus puissant dans la gestion économique. On peut jouer sur l'inflation, sur la désinflation, c'est un levier puissant. Si il échappe à notre contrôle, on perd toute souveraineté et toute autonomie de décision. Et tout pouvoir surtout, tel conçu et imaginé. C'est ça la question. Toute autonomie de décision. Donc la question de l'indépendance, pour moi, c'est le nœud gordien de ce qu'on peut appeler la France-Afrique. Alors, dernier tour de micro sur un grand phénomène, celui migratoire, qui pose beaucoup d'inquiétudes en Occident. Parce que c'est une région où quasiment toute la population souhaite migrer ailleurs pour des raisons très évidentes, de la même manière qu'en Afrique du Nord, dans nos pays où le phénomène de la harga est devenu, maintenant il ne touche plus seulement la jeunesse qui souhaite quitter massivement le pays à bord de fragiles esquifs là, et dont beaucoup de gens perdent la vie au large. Maintenant, la harga concerne même les gens du pouvoir, des gens riches qui ne demandent qu'à... Moi, je connais un couple à Paris dont le père est milliardaire. Il est là depuis 3 ans avec sa femme à attendre des papiers éventuels. Des hypothétiques papiers. Alors, sur ce phénomène migratoire, c'est-à-dire à bas, cette ceinture entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, qui est en quelque sorte la plateforme d'embarcation vers le côté nord de la Méditerranée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur... Non, c'est une question absolument importante. On a vu les risques d'aggravation qu'il y a par rapport au phénomène migratoire à raison du changement climatique, à raison de l'impossibilité simplement pour les gens de continuer à vivre. Les changements climatiques ont non seulement créé des conditions où il fait... On a vu les gens se plaindre en Europe aujourd'hui, il a fait très chaud, etc. Les gens vivent 9 mois sur 12 avec ce type de température où c'est devenu quasiment impossible. Ensuite, il y a la question de la raréfaction de ressources. Il ne pleut plus comme avant, il n'y a plus de pâturage, il n'y a plus de production agricole. Oui, ce qu'on a vu avec la crise en Ukraine, c'est qu'il y a une dépendance agricole de l'Afrique, particulièrement envers l'extérieur. Et tout ça risque d'alimenter la question du départ, comme vous l'avez dit. Et je pense que, vu de l'Occident, on pense qu'on peut ériger des barbelés et des murs et que ça suffit simplement. On a vu que dans le cadre de Frontex ou dans le cadre des accords de Malte,
on a demandé au Niger, bon, vous empêchez les gens de venir au Niger, comme ça vous les empêchez d'aller en Algérie, comme ça vous les empêchez d'aller en Libye, vous les empêchez donc de prendre les bateaux pour venir en Italie. Ça ne suffit pas. La question de la migration africaine doit être pensée de façon intégrée avec les pays du départ, hein, que ce soit le Ghana, que ce soit le Nigeria, avec les pays de transit, des pays comme le Niger, comme l'Algérie, comme la Libye, et les pays d'arrivée. Mais pas par le biais des barricades des frontières, mais par le biais du développement. Absolument, absolument. C'est une illusion. Tous ceux qui travaillent sur les questions migratoires savent que ériger des barrières seulement ou empêcher les visas, rendre les visas ne suffira pas à freiner l'immigration clandestine. Tant que les gens ne pourront pas vivre là où ils doivent vivre, ils vont chercher ailleurs. C'est comme quelqu'un qui faisait faisait une image. Quand vous êtes dans un endroit obscur et que vous voyez la lumière quelque part, votre tentation, c'est d'aller vers la lumière. Donc, si on veut que les gens ne partent pas vers la lumière, il faut leur faire la lumière chez eux. Absolument. Vous avez tout oui, Abbas Habadan, sur ce tsunami migratoire en perspective. Alors, l'immigration, je vais aller dans le même sens que M. Abba. En fait, l'immigration, dans les années, il faut rappeler une chose, que tout le monde oublie, ou les jeunes ne savent pas, c'est que la question des visas, elle est toute nouvelle. Dans les années 60-70, il n'y avait pas de visa. Et on ne partait pas. Et les gens ne partaient pas. Ouais. On priait les gens parce que personne ne part de gaieté de cœur, quitte sa terre natale, sa famille, ses racines et tout. Tout le monde a envie de faire du tourisme, partir et tout, mais revenir dans son pays. Donc ça, c'est la nature humaine, quoi. Donc, parce que les après-indépendances, il y avait, parce que par opposition à ce que le colonialisme a fait vivre à ces sociétés-là, il y a eu des régimes qui ont essayé de développer une espèce d'État protecteur et tout. Donc les gens, ils avaient un minimum. Et dès que tout cela a été écrasé par le néocolonialisme, etc., les gens sont prêts à mourir en s'aventurant. Et puis, il y a un deuxième point, si on prend la carte africaine ou même la carte du monde, on prend les foyers de guerre. Comme par hasard, là où il y a la guerre, c'est là où il y a les matières premières. On prend la région des Grands Lacs, qui a pratiquement le monopole sur le cobalt. Et on sait que sans le cobalt, on ne peut pas avoir de téléphone, on ne peut pas avoir de... Voilà. Donc, ça ressemble à ce qu'on peut appeler, sans rentrer dans une espèce de complotisme, ça rentrerait dans ce qu'on appelle la stratégie de tension. Créer des foyers de guerre un peu partout pour fragiliser ces États-là, parce que plus ils sont fragiles, plus on fait même base facile. Voilà. Donc, après, le troisième point par rapport à la question immigration, je prends le Boko Haram. L'un des foyers, si ce n'est pas le foyer le plus important du Boko Haram, c'est la forêt de Sambisa. La forêt de Sambisa, je ne sais pas si je prononce bien. En fait, normalement, ça devrait être un Eldorado, parce que c'est une région qui aurait pu attirer des millions de touristes si on avait développé ça. Ça a été abandonné on revient à la gouvernance, ça a été abandonné par les différents gouvernements au Nigeria. Donc, du coup, c'est devenu un endroit où on recrute facilement et tout. Tout cela pour dire que le désespoir des gens qui les pousse à émigrer, à partir, à chercher pour faire vivre leur famille et pour se donner justement une raison de vivre, tout simplement. Vous avez le mot de la fin. Merci. Alors, ce que je voulais dire, je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit par nos deux amis ici, mais je voudrais revenir sur une chose qui me paraît, dans le cadre de la migration, il y aura des dégâts énormes. Il faut que au-delà du fait que la migration, la nôtre, nord-africaine, celle des citoyens du Sahel, pose un problème aux yeux des Européens, un problème de sécurité nationale. Moi, il ne me semble pas que ce soit la bonne décision que le Niger négocie tout seul, que le Mali négocie tout seul, que l'Algérie négocie tout seul, que le Maroc, je rappelle ce qu'ils ont fait avec la pression diplomatique quand ils ont libéré 10 000 États à Ceuta et Melilla. Je souhaiterais qu'à travers... Non, les Africains peuvent dire on peut contenir,
Mais le co-développement, il ne sera pas de manière bilatérale. Il faut des bailleurs de fonds. Il faut un plan Marshall pour le Sahel. Mais ce n'est pas à travers ce que l'on lit là, dans une espèce de mot valise, former la jeunesse, augmenter les surfaces, développer massivement, élargir l'accès aux services de base, rendre la gouvernance correcte, rendre voilà, etc., renforcer le quota social. Je veux bien, tout le monde va souscrire. Moi, j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi, qui suis algérien. Ça, c'est ce qu'on appelle un comité théodule. On ne sait même pas qui a financé, à quel niveau. Moi, je souhaiterais qu'il y ait véritablement les vrais enjeux. C'est que les pays du Sahel, qu'on peut élargir éventuellement, disent ce qu'ils veulent et à la limite, faire de la pression. De la pression, s'il faut le faire, il faut le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir une attitude disruptive. Même pas iconoclaste, disruptive. Et à ce moment-là, peut-être que parce que l'Europe est intéressée. Les États-Unis, bien évidemment, ils sont hors jeu. Maintenant, c'est la mer de Chine, c'est la Chine, c'est un nouveau combat qui attend les États-unis. Mais le Sahel aussi est important. Oui, c'est important pour eux, mais c'est secondaire. Et comme disait notre ami Abbas tout à l'heure, je vous raconte juste une petite anecdote, je termine. Il y avait un cadre important du FFS qui était conseiller aussi de M. Hussein Aïd Ahmed, il discutait avec, je me rappelle, dans les années, on va dire 95, 96, 97, sur, les Français ne veulent pas, dans le cadre de l'international socialiste, le représentant, le secrétaire national aux relations extérieures du PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol, a dit ce que tu viens de dire tout à l'heure, excuse-moi, je te tutoie, a dit, nous, on ne peut pas aller voir les Français. Donc voilà, c'est pour résumer. Et voilà. Alors, comme il nous reste 3 minutes, question que vient de me suggérer mon ami Hussein à l'oreillette. Pourquoi si l'Occident, en quelque sorte, il réussit toujours à se mettre d'accord entre soi pour exploiter les autres, pourquoi les jeunesses du Sahel, la population du Sahel, le peuple du Sahel, pourquoi il n'y aurait pas une synergie entre différents acteurs pour faire émerger un véritable élan libérateur face à cet Occident qui nous joue à la Janus, un visage qui nous sourit et un autre qui nous poignarde dans le dos, si je peux dire. Non, je pense que de toute façon, le salut ne viendra que de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement illusoire de penser que la Russie va venir faire des choses que la France n'a pas faites et que ça va favoriser le développement. Le salut ne viendra que du partenariat et de la coopération avec, par exemple, l'Algérie. Et de ce point de vue, je pense que l'Algérie a bien fait de réviser sa charte qui lui permet, par exemple, en cas de besoin, de venir en aide à un pays comme le Mali. Si ça avait été possible, sans doute que le Mali aurait sollicité l'Algérie. Mais l'Algérie l'a fait, le régime algérien l'a fait, il a manipulé pour obtenir cette clause. Pourquoi? À la demande d'une certaine France. Oui, mais pour pouvoir, nous, de toute façon, parce que la France en a marre d'utiliser ses propres soldats, elle voudrait bien que ce soit des mercenaires algériens. Si ça peut favoriser la synergie entre Africains, le salut du Sahel ne viendra que de la synergie entre les pays africains. Entre les peuples africains et les sociétés civiles qui vont donner l'élan, parce que le pouvoir, on va continuer toujours à les manipuler. Mais si les sociétés civiles s'arrament, algériennes, nigériennes, maliennes, sénégalaises, etc., c'est de là que viendra le salut de l'Afrique. Oui, juste il faut préciser une chose par rapport à l'Algérie, mais une Algérie libérée de la junte militaire qui est téléguidée par la France. On n'est pas sur les mêmes niveaux parce qu'on n'a pas le franc CFA et tout, mais l'Algérie aussi, malheureusement, c'est une junte militaire, c'est une dictature qui écrase son peuple au même titre que le reste. Donc la libération, moi je suis, j'entendais Kateb Yassine à l'époque, il disait l'Afrique n'a pas encore perdu son or. Donc moi je rêve, je suis un panafricaniste. Cette idée de l'Afrique, on a commencé à chaque fois qu'il y a un leader qui émerge, ça a commencé par Patrice Lumumba en 1961, qui est un panafricain. Après il y a eu Thomas Sankara et tout. Moi je rêve d'une Afrique unie. Pour le Mali, faites bien attention. Sûr, une Afrique vraiment quoi qu'on dise, démocratique. Sékou Touré en Guinée.
Mais le monde était le monde à l'époque. Une Afrique démocratique, libérée, une Afrique des peuples qui sera... Et moi, je suis sûr que si un jour ça arrive, et je pense que ça arrivera, l'immigration, elle se fera dans le sens inverse. Absolument. Espérons-le. Je voulais dire un petit mot, si je peux terminer. C'est qu'on parlait de projection. Vous avez posé la question sur la jeunesse. La jeunesse du Sahel particulièrement, et même la nôtre, celle des pays nord-africains, les laissés pour compte, on va dire, ceux qui sont marginalisés à la fois par la mondialisation, la globalisation, etc., ils doivent... cette jeunesse-là, elle est accablée par la misère, elle est accablée par le manque de moyens, au-delà de l'environnement. Non, gouvernance, corruption, etc. Je pense que les grosses ONG des droits de l'homme et compagnie devraient financer des cycles de formation. Et c'est avec ça, cette nouvelle jeunesse qui rentrerait en politique, qui prendrait conscience des enjeux de l'Afrique. Moi, je l'ai dit des dizaines de fois sur votre plateau, pour mon pays, il n'y a qu'une seule chose, sa dimension africaine stratégique, c'est clair, et sa dimension méditerranéenne. Voilà. Merci Abbas Siddiq, merci Abbas Hamadan, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.